bird on a tree. I'm just sitting here. Du coup, là, je voulais venir sur un sujet, ça n'a rien à voir encore, mais les voix dans notre tête. On a plusieurs voix dans notre tête. Il y a plusieurs facettes de nous, je ne sais pas comment dire, qu'on peut entendre. Est-ce que toi, ça te fait ça aussi? Moi, j'ai pas plusieurs voix. Non. J'ai juste... des fois, j'ai une voix, la voix qui parle en français parce que je suis français. Après, je suis pas identifié à ce que ça raconte. Oui. Donc souvent, j'entends même pas ce qu'elle dit. Quand quelque chose se manifeste, en général, chez moi, ça se manifeste par image. Je vois souvent ce qui va se passer à l'avance par image. Oui, d'accord. Parce que donc moi, je me posais la question. Je vais donner un exemple concret. Quand j'étais très petite, j'avais déjà ma voix qui parle dans ma tête, la même qu'aujourd'hui, mais elle n'a pas d'âge. Oui, je comprends. Ouais. Et même si j'avais 4 ans, parce que j'ai des souvenirs, je faisais des choses avec mon corps qui étaient de l'âge de 4 ans, mais dans ma tête, il y avait une autre voix qui n'a pas d'âge et qui a le même âge qu'aujourd'hui. Oui, d'accord. Après, ça dépend. Alors, on va dire qu'il y a la même voix, enfin, ça s'entend comme la même voix, mais la voix ne vient pas toujours du même étage, on va dire. Donc c'est la même, ça s'entend comme la même, mais ça ne vient pas du même étage. Exemple, il y a la voix qui rumine, donc il y a la voix qui raconte des histoires, ce qui est le cas chez la plupart des humains, qui crée la notion de temps, qui crée la notion de moi évoluant dans une temporalité, etc. Ça, c'est la voix qui crée l'illusion, la voix du petit personnage. Mais des fois, cette voix, elle va avoir un peu la même... c'est comme si c'était la même, sauf qu'elle vient d'une autre force. Et là, quand ça s'exprime avec autorité, et ça ne parle pas à partir du personnage. Par exemple, la première expérience d'éveil que j'ai eue à 19 ans, il y a une voix qui est venue et qui a dit qu'est-ce qui se passerait si juste pour jouer, j'arrêtais à penser. Et ça venait pas du personnage, parce que j'avais aucune idée de ce qui se passerait, je sais même pas d'où ça vient, ça. J'ai jamais lu là-dessus, avant ça, j'avais jamais lu là-dessus. Ou une autre fois, il y a pas très longtemps, donc mon père et moi, on ne s'est pas vus pendant 22 ans ou 23 ans, je sais plus, parce que, bon bref, histoire familiale compliquée, séparation et tout. Et puis il y a un matin, je suis dans le lit, je suis en train d'émerger, tu vois, tranquillement. Et puis, le corps se réveille, et là, il y a une voix qui dit aujourd'hui, t'appelles ton père. Et donc ça s'est levé, le corps se lève, prend le téléphone directement et appelle. Et en fait, c'est même pas, ça vient pas de la réflexion, ça s'impose. Oui. Donc, et cette voix-là, effectivement, donc tes exemples, ou cette voix dont je me souviens et je sais reconnaître qui n'est pas la même voix que ma voix, enfin, c'est la voix de quoi? Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le maître intérieur. En méditation aussi, cette voix, elle m'a guidé pendant des années. Surtout quand j'avais pas de maître au début, j'étais pendant 6 ans tout seul, j'avais aucun guide. Et là, la voix me parlait souvent. D'ailleurs, j'avais un carnet et j'écrivais ce que ça me disait. Des fois, ça pouvait être des trucs très même précis sur la position du corps, etc. Décale-toi de 1 cm sur la gauche, etc. Et là, il se passait des expériences après énergétiques très fortes, juste en bougeant un tout petit peu. Voilà. Donc en fait, c'est une voix qui... toi qui es thérapeute, il y a des thérapeutes, ça doit être ton cas, des fois la voix leur dit dis-lui ça par exemple. Et voilà, et donc du coup, donc cette voix-là, en Inde on appelle ça le maître intérieur. Moi j'appelle ça aussi comme ça. C'est tout. Oui, puis j'ai vraiment le souvenir que cette voix-là, elle n'avait pas 4 ans quand elle me parlait, et elle a le même âge qu'aujourd'hui, elle n'est pas ni plus ni moins. Mais elle était là avant la naissance du corps. Oui, voilà. Et alors, ça n'a pas de temps. Avant la naissance du corps, c'est comment cette voix ça parle de manière à se faire comprendre, mais
c'est au-delà du langage. Mais ce serait comme mais c'est pas l'âme non plus, c'est quoi? Si on pourrait le dire comme ça. Ouais. C'est la conscience qui se densifie un petit peu pour pouvoir être comprise dans son expression. C'est la conscience absolue, c'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui se réalise. Donc on peut pas, comment dire, on peut pas faire l'expérience de la conscience en disant je vois la conscience. La conscience ne peut que se révéler en tant que conscience, c'est tout. Donc avant ça, avant de pouvoir réaliser que tu es la conscience, en général il y a des ponts, on va dire, qui se font entre la conscience absolue et ce que tu crois être. Et donc ça parle, quoi. Ça peut parler dans toutes les langues. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des textes sacrés dans toutes les langues qui disent exactement la même chose d'ailleurs. Oui. Ouais. Mais cette conscience, cette voix qui est, je sais pas trop quel mot mettre, mais elle est, à ce moment-là, et j'ai l'impression quand même, elle est propre à moi, à mon personnage. Non. Elle commentait ce qui se vivait pour moi dans mon personnage, tu vois. Ouais. Ouais, mais si tu remontes le fil, tu vas voir que ça n'a rien à voir avec... La preuve, c'est que cette voix-là, elle peut parler dans un contexte où le personnage ne sait rien de ce qui va arriver, de ce qui peut arriver. Par exemple, j'ai une élève, elle était au volant de sa voiture et elle était derrière un camion qui avait des choses dedans, je ne sais plus ce que c'était des pierres ou des troncs, peu importe. Et la voix lui a dit fais une embardée sur la gauche, donc elle a suivi. Et à ce moment-là, il y a un tronc ou une grosse pierre qui est tombée sur la route. Et après, elle est revenue. Voilà, c'est un exemple. Ouais. Et là, le personnage ne peut rien faire, elle ne sait pas. Oui, mais c'était adapté à ce qu'elle vivait dans son personnage, quoi. Ouais, mais la voix est au-delà de ce que j'appelle le film, c'est-à-dire le plan relatif, le plan des perceptions. C'est au-delà de ça. Oui. C'est dans une télé-réalité qu'il y a la voix. Je sais pas, ce serait comme la voix off de tout ça, sauf que là c'est pas la voix off, c'est plutôt la voix on. parce que c'est de cette force-là que tout le monde est créé en fait. L'univers est créé de cette force-là. Après des fois ça parle quoi. Voilà. Et alors une autre, j'ai déjà parlé de ça, des gens qui avaient pu avoir ce genre de je sais pas, d'expérience aussi petite, vraiment vers 4-5 ans avant de m'endormir. Je pensais à m'endormir, 4-5 ans on réfléchit pas non plus que ça. Et là tout d'un coup il y avait des questionnements qui arrivaient mais qui n'étaient pas de mon âge quoi. De 4 ans, et c'était... Alors les questions c'était toujours à peu près les mêmes le soir comme ça quand j'allais m'endormir, c'était pourquoi je suis moi? En fait, c'était mais qu'est-ce que c'est que comment ça se fait que je suis Gwenaëlle, que je suis moi, le personnage, et comment ça se fait que je pense, et comment ça se fait que mon père c'est mon père, comment ça se fait que ma mère c'est ma mère, et comment ça se fait qu'on est sur la terre, que là je suis sur la terre, et puis ça allait comme ça, comme si après ça allait dans pas l'univers, mais dans du noir en fait. Et puis, c'est pas moi à 4 ans qui me posais ces questions, mais ça venait se poser tout seul. Et du coup, ça me surprenait. Moi, par contre, à 4 ans, c'est bizarre, mais oui, ce serait très très bizarre d'être quelqu'un. Et j'avais la sensation, par contre, que j'aurais pu être quelqu'un d'autre et que mon père aurait pu être quelqu'un d'autre. Qu'en fait, ça pourrait être n'importe quel pion, c'était pareil, sauf que là, c'était comme ça. Et après, moi, à 4 ans, je me disais, oublie ces questions, faut dormir, demain tu te réveilleras, tu ne penseras plus en fait. Et ça me le faisait très régulièrement et je m'en souviens bien, c'était une sensation très spéciale quoi. Est-ce que ça te... En fait, la présence absolue est toujours la même, demeure la même, et il y a un moment donné, pendant la phase d'identification, où il y a un frottement entre le moment où... tu dois t'identifier pour expérimenter le plan relatif, parce que si tu restes qu'au plan absolu, c'est invivable.
Tu vois, au lieu de dire passe-moi le sel, tu vas dire la conscience par la conscience, donne-moi la conscience qui est dans la conscience. Tu vois, ça devient, parce qu'il n'y a que il n'y a que unité, tu vois, donc ça devient compliqué, tu vois, de parler, d'agir, etc. Et donc il y a besoin de la conscience pour s'expérimenter et jouer avec elle-même dans la multitude, va devoir créer l'apparence d'une individualité, quoi, d'un point séparé. Et à ce moment-là, il y a ce frottement-là. Il se rend compte que, et tu t'en rends compte, ouais. que ça s'est mis dans un petit, dans un corps, dans une personnalité, mais que c'est en même temps hyper bizarre, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pas dans. Justement, c'est quand on commence à s'identifier, on a la sensation, on croit qu'on est dans le corps, mais ça, c'est justement, ça fait partie des croyances. Parce que dans l'expérience directe, encore une fois, si tu fermes les yeux, tu es détendu, tu sens un espace immense et c'est l'inverse. Le corps est dans la conscience. Ouais. Et toutes ces choses-là, hier j'ai fait une méditation avec les élèves sur, comme un jeu, se demander ce que, juste goûter ce que ça ferait si on était un bébé de 1 jour. Et en fait, tu vois qu'il ne reste plus tout ça, quoi. Il ne reste plus de se raconter des histoires, l'histoire de Gwenaël, l'histoire de tout le vécu émotionnel, etc. Et tous ont vécu un moment au minimum d'une grande paix et en général, quasiment tous ont vécu un moment de plénitude, voire de joie, voire de béatitude. Parce que si tu reviens vraiment dans le goût du bébé de 1 jour, tu goûtes ce que c'est que être sans concept ajouté. Et c'est l'état de réalisation. Bon, après, en général, ça met un peu de temps à s'établir, c'est-à-dire que ton identité réelle, ça soit la conscience plutôt que quelqu'un, justement. Voilà. Mais bon, c'est déjà une porte d'accès, quoi. Et petit, c'est genre, moi, quand j'en parle souvent, j'ai des personnes, ah oui, moi aussi, petit, ça me faisait ça. Parce qu'on se souvenait, on était certainement pas encore habitués à être identifiés, en fait. C'est exactement ça. Ce matin, j'avais une personne qui a fondé une école au Québec, qui est une école où, en fait, tout se fait par le ressenti. C'est une école on pourrait presque dire une école de la présence, tu vois, où tout est conscientisé. C'est de 4 à 11 ans. Donc et elle voit clairement la différence entre les enfants de 4 à 6 ans. Tout est comme je te dis, c'est comme entre guillemets un éveillé agit, c'est-à-dire que c'est constamment fluide et spontané. Et dès que tu passes après l'âge de 6 ans, les enfants ils commencent à réfléchir. Est-ce que je fais le bon choix? Alors que tout ça n'existe pas en réalité, parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a que l'élan du cœur spontané. Et plus tu réfléchis, plus ça devient compliqué, quoi. Et c'est parce qu'il y a les structures du cerveau qui mûrissent aussi. Vers 6-7 ans, il y a le cortex préfrontal qui permet l'analyse, justement, tout ça. Mais si on est constitué comme ça, c'est qu'il y a une raison. À quoi il sert, si on s'en servait bien, ce cortex préfrontal? Alors, en fait, tout ça, ça sert surtout au discernement. Et discerner le vrai du faux. Donc le vrai, pour les sages, c'est ce qui est permanent. Et le faux, c'est ce qui est impermanent. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que... comment dire, qu'on rejette le monde sous prétexte qu'il est impermanent, comme j'entends souvent des fois, j'en veux plus de ce monde, etc. Mais si tu fais ça, tu te rejettes toi-même. Parce que comme tu es la vie dans son ensemble, donc ça va créer une dualité. Et justement, l'enfant avant 6 ans, justement, il vit beaucoup plus ses émotions pleinement. Après, il commence à pouvoir des fois avoir à les vivre dans le corps et de façon spontanée, puisqu'il peut avoir un petit peu de recul. Mais est-ce que ce serait pas vraiment pouvoir retrouver cet état-là, parce que ça peut être un peu excessif aussi, les émotions, quand elles sont pas du tout... Non, c'est retrouver le bébé de 1 jour. C'est avant. C'est encore avant. C'est bien avant, ouais. Le petit personnage, l'ego, il émerge entre 2 enfin ça dépend, mais l'âge en général c'est entre 2 et 3 ans.
Oui, période Donc, du non. ouais, c'est ça. Ouais, d'opposition. Ouais. Avant ça, tu es un oui absolu, tu accueilles totalement. Il n'y a pas de conflit puisque tu ne sens pas la séparation vraiment. Donc, et c'est fou de se dire que ça nous prend quand même 2 ans avant de commencer à goûter la séparation. Et on prend ça comme une vérité absolue. C'est comme le temps d'ailleurs qu'on prend comme une vérité absolue, alors que ça a pris énormément de temps à ce qu'on croit qu'il y a un temps, quoi. Oui. Alors que ça ne se dit jamais, quoi. On ne vit jamais la temporalité. Et en même temps, on en a besoin quand même pour c'est juste pour jouer. Pour jouer. En fait, tout à l'heure, quand tu parlais du côté analytique et tout ça, ça sert aussi pour le plan relatif, pour organiser les choses au quotidien, quoi. C'est sûr que pour ne serait-ce que des trucs de base, faire sa liste de courses, tout ça, t'as besoin un peu de ça, quoi. Ça, c'est sûr. Alors justement, j'avais des questions sur l'instant présent, parce que c'est des notions aussi qui sont beaucoup abordées, qui sont peut-être pas bien comprises. Déjà, si tu dis l'instant présent, tu es déjà parti dans l'illusion, parce que tu sous-entends qu'il y a plusieurs instants. C'est comme le pouvoir du moment présent. J'en ai parlé dans un satsang. Jamais Eckhart Tolle n'aurait pu écrire le pouvoir du moment présent. C'est pas possible. Parce que ça voudrait dire qu'il y a plusieurs moments. Et en fait, le vrai titre du livre, c'est The Power of Now, donc le pouvoir de maintenant. Et maintenant, c'est pas un moment. Ça a été mal traduit. Comme quasiment tous les livres spirituels que j'ai lus traduits de l'anglais. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, là, on m'a passé un livre sur Nisargadatta Maharaj, qui est pourtant un sage reconnu en Inde. Enfin, c'est le cas de quasiment tous les livres spirituels qui sont traduits de l'anglais. À chaque page, il y a des trucs qui sont complètement faux dedans, quoi. Parce qu'en fait, si le traducteur n'a pas réalisé soi, forcément, il va y avoir une teinte d'ego dedans et il va mettre son filtre de croyance par-dessus et ça donne plein d'illusions, page par page, quoi. Alors, donc le pouvoir du moment présent, c'est déjà absurde. Oui, donc après ça crée plein de confusions qui sont encore plus compliquées que si on n'avait pas pensé à ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux lire, là je dis pas ça pour moi parce que j'ai écrit un livre, mais il vaut mieux lire les réalisés français à la rigueur, parce qu'au moins c'est français, c'est écrit les codes sont les mêmes, les codes de langage et... Oui. Sauf après, je n'ai pas relu ce que je lisais avant, genre Ramana Maharshi, Mananda Muni et tout ça, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Mais il suffit qu'il y ait que quelques erreurs et ça crée tout de suite une confusion. Et ça crée une incohérence. Oui. Comme par exemple là, le pouvoir du moment présent crée une incohérence, ça veut dire que ça sous-entend qu'il y a autre chose que maintenant, alors que la réalité telle qu'elle est, pour tout le monde, c'est qu'il n'y a que maintenant et qu'il n'y a aucun moment. Le moment n'existe pas, l'instant n'existe pas. Donc, tu veux pas traduire des livres en français? Non, j'ai eu la pensée qui est venue, mais en fait, non, ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail, c'est laborieux. Et quand il parle du flow, d'être dans le flow, en fait, par exemple, un bébé, il est absorbé dans ce qu'il fait. Oui, sans notion de temps, si tu remarques bien. Et il se dit pas, je suis en train de faire ça. Enfin, il est en train de le faire. Même, il est plus qu'en train de le faire. Il est le faire lui-même. Il est la scène dans son entier. C'est-à-dire qu'il n'est pas une entité qui fait une action. Il est la partie prenante de tout ce qui est en train de se dérouler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Il ne se sent pas séparé de ce qu'il est en train de faire. Par exemple, quand on n'est pas dans la tête, mais vraiment dans le cœur, quand on voit ne serait-ce qu'une coccinelle, on vit la coccinelle. On ne se voit pas en tant qu'une entité séparée de la coccinelle qui observe la coccinelle. On le vit, mais directement du cœur. Et c'est comme ça que vit un bébé. C'est pour ça qu'il est tout le temps émerveillé partout, parce que la moindre couleur, il vit la couleur. C'est pas la même chose de voir du bleu que de vivre bleu. C'est pas la même chose. Et les peurs aussi sont vécues, du coup, un mouvement brusque qui arrive, il le vit pas,
Enfin, il l'est en fait, c'est ouais, ça la différence. Donc Il ne se sent pas dissocié de l'expérience. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de dissociation de l'expérience. Et justement, parce que dès lors qu'on se demande si on est justement pleinement présent, on est déjà en train de se dissocier. Enfin, oui. Donc c'est clair. C'est clair. En fait, dès le moment où tu essaies de faire un effort pour être présent, bon, en réalité, quand les gens disent ça, c'est pas qu'ils font un effort pour être présent, c'est qu'ils font un effort pour pas être embarqué par le mental. Parce qu'on est toujours présent, sauf qu'on est super présent sur son mental, mais on est présent. On peut pas être autre chose. Fondamentalement, la nature de l'être, c'est une conscience qui est attention, c'est-à-dire attentive par nature. Ça ne demande aucun effort, on est attentif par nature. C'est attentif même au fait de s'endormir. Enfin, quand ça s'endort en méditation, il y a quelque chose qui perçoit ça, qui est attentif à ça. Oui, alors justement, comment dire, des fois on est pleinement en train de faire quelque chose, écrire une lettre ou chanter une chanson, on n'est pas en train d'être attentif qu'on est en train de chanter. Par exemple, et pourtant dans ces moments-là, on est complètement absorbé dans ce qui est en train de se vivre. Et l'attention, pour moi, ça dissocie un petit peu de... Par exemple, quand on a une réaction émotionnelle, le fait de l'observer, on se dissocie un petit peu, mais on est un petit peu moins pleinement en train de vivre la chose. Oui, effectivement. C'est pour ça que depuis des millénaires, les sages ils disent commencer par le karma yoga, c'est-à-dire l'action en gros en le faisant avec le cœur, en le faisant le plus consciencieusement possible et d'être complètement dedans. Donc effectivement, là, à ce moment-là, tu es complètement dedans. Mais au moins, l'avantage, c'est que les pensées périphériques ne sont plus là. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire la chose, tu n'es pas en train de penser à autre chose. Et donc, ça commence à canaliser le mental. C'est une pratique que je conseille aux élèves et même de commenter tout haut ce qu'ils sont en train de faire. Je fais la vaisselle, je prends l'assiette, je rince l'assiette, j'essuie l'assiette, je pose l'assiette. Et comme ça, tu es ici maintenant tout de suite. Tu commences à arrêter de partir tout le temps dans plus tard. Chose. Ouais. Et après, plus tu vas être conscient, plus tu vas être présent, il y a quelque chose qui va commencer effectivement à se décoller. Tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a l'action et il y a quelque chose qui contemple l'action. Et ce qui contemple l'action, en fait, est complètement immobile. Oui, lui, il ne commente pas. Non, ça ne commente pas, c'est juste complètement immobile. Et donc, à partir de là, il va y avoir une dissociation ça a l'air d'être une dissociation au début, entre la conscience absolue qui est toujours stable, toujours la même, qui n'a jamais changé et qui sera toujours la même, et qui est comme un silence, une tranquillité, et par-dessus l'action. Et c'est pour ça que dans les textes du yoga, c'est écrit que lorsqu'on est capable de voir l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne bouge jamais, même quand ça bouge, on est établi dans le soi, lorsque c'est permanent. Ouais. Et par contre, par exemple, lorsqu'on conduit de façon un peu automatique et qu'on peut avoir des pensées qui vagabondent ou des idées qui arrivent, pourtant on est pleinement absorbé dans ce qui est en train de se faire, on n'est pas attentif. Alors là, je mets mon clignotant, ça se fait de façon automatique. Ça, tu dirais que là, on est pleinement présent ou on est... Non, si tu m'as dit, je pense à autre chose, je suis absorbé dans les pensées, donc non, tu n'es pas vraiment présent, tu es dans l'histoire qui se raconte. Ou sans même s'en rendre compte, mais par exemple, un chirurgien qui opère, qui est en train de discuter en même temps avec ses collègues, et il fait ça de façon très automatique parce que... Et en même temps, il est là dans tout ce qui est là à ce moment-là, faire et en même temps parler. En fait, au bout d'un moment, et heureusement que ça existe, lorsqu'on répète souvent une action, c'est le subconscient qui prend le relais. C'est les cas de, par exemple, manger ou marcher. Tu vois, quand tu marches, heureusement pour toi, tu ne te dis pas mentalement pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Le subconscient, il prend le relais. Donc, comme le subconscient, il prend le relais et qu'il veille, tu peux te permettre effectivement de partir dans ton mental et le subconscient fait les choses. En général, il les fait plutôt bien. En tout cas, il les fait comme il a l'habitude de les faire.
Donc c'est pour ça que les sages disent aussi, quand on suit une voie d'éveil progressive, de reprogrammer le subconscient en prenant des bonnes habitudes. Ça, c'est la première. Les bonnes habitudes, c'est tout ce qui va te permettre de t'ancrer dans l'être. C'est-à-dire de goûter la paix que tu es, de goûter la joie intérieure, etc. Donc il y en a plein, hein, méditation, contemplation, etc. Jusqu'à ce que le subconscient il soit habitué à rester à la maison. C'est-à-dire que tu pars pas tout le temps dans les pensées. Tu es habitué à rester tranquille. C'est devenu voilà, un état naturel. Et à un moment donné, il est dit aussi que les habitudes, tu vas te rendre compte que tu es esclave de ça. Et donc même ça doit tomber. Parce que pour qu'il y ait des habitudes, il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc, et quand il n'y a plus personne, il n'y a même plus la notion d'habitude. Tu retrouves la spontanéité automatique de la vie elle-même. C'est comme un enfant, tu vois. Un enfant, il ne se dit pas « faut que je mange à midi ». Oui. Si tu le laisses faire, il va sentir l'élan de manger à n'importe quel moment, au moment où... Oui, dans ce genre d'habitudes qui sont liées au temps, à l'organisation. Ouais. Après, je dis pas pour que... marcher, c'est bien quand même de ne pas se poser la question tout le temps et on ne devrait pas réapprendre à marcher, quoi. Non, oui, non. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que plus tu commences à aller profondément en toi, plus les choses que tu faisais de manière complètement habituelle et par programmation du subconscient commencent à avoir une saveur nouvelle. Si tu commences à redécouvrir des choses très très simples, tu commences à redécouvrir le mouvement de marche, tu commences à être fasciné par des trucs qui avant ne te fascinaient pas du tout, comme sentir l'eau qui coule sur ta peau par exemple. Ça devient quelque chose... Avant, le subconscient comprend juste ouais, c'est de l'eau sur la peau, donc il banalise. Et après, plus tu deviens conscient, plus le moindre truc devient beaucoup plus intense. Tu sens l'air, par exemple, que tu déplaces avec la peau, et rien que ça devient très intense. Ouais, c'est, ouais. Oui, et je comprends, mais en même temps, quand par exemple on est très présent, il peut y avoir une crispation, c'est-à-dire que quelque chose que normalement on va très bien faire, par exemple si on joue à la pétanque et qu'on ne réfléchit pas, on peut très bien y arriver. Et dès lors qu'on dit alors je veux viser là et je suis attentive à comment, et bien là on rate tout. Ouais, parce qu'il y a un vouloir être présent. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, pour être présent, il ne faut pas vouloir être présent, il faut juste être là et voir ce qui émerge. Donc si tu es là, automatiquement, de base, il y a une tranquillité qui va se révéler. Ou sinon, on se pose la question, où est le calme dans l'expérience ? On sent qu'il y a un calme. Et depuis ce calme, tout émerge et tout retourne. Donc on peut se voir que la vie manifestée est comme une danse qui danse à l'intérieur de la vie absolue qui, elle, ne bouge pas du tout. Comme souvent, je prends l'exemple en ce moment comme les bulles de l'eau pétillante bougent dans le verre d'eau alors que l'eau ne bouge pas. Oui, donc c'est vraiment... dès qu'on veut mettre de la volonté à être présent, déjà c'est... Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. En fait, ça arrive tout seul. Si ça arrive d'être vraiment présent, en fait, absorbé... si on veut plutôt que ça soit plus facile, c'est plutôt d'être en ouverture à ce qui est plutôt que de vouloir être présent. C'est-à-dire tout ce qui arrive, tout ce qui se manifeste. Et s'il y a des résistances, être aussi en ouverture à ces résistances. Et là, automatiquement, tout va lâcher beaucoup plus vite. Parce que la volonté, automatiquement, crée une tension. Oui. Oui. Est-ce que tant qu'on n'a pas atteint cet état de réalisation de soi, est-ce que la meilleure chose à faire, c'est de vivre spontanément, justement de vivre pleinement nos émotions, nos identifications pour les voir? Il y a un double, on va dire une double approche qui est nécessaire chez quasiment tout le monde. Ça va être en même temps d'être totalement authentique avec soi-même, de ne pas se mentir, effectivement de voir les choses, parce que souvent
Ce qui empêche de réaliser le soi, c'est des trucs bien concrets du quotidien. C'est pas le fait de pas avoir eu telle ou telle expérience spirituelle, tel ou tel truc énergétique ou je sais quoi. C'est genre je m'entends pas bien avec ma mère ou je m'entends pas bien avec mon fils, et c'est ça qui peut empêcher la réalisation, parce qu'il y a un conflit intérieur, il y a une tension intérieure. Donc il y a ça, il y a reconnaître, être authentique avec soi-même, reconnaître tout ce qui émerge, mais en même temps, il y a approfondir, ou plutôt laisser se révéler ce qu'on est. Donc il y a voir ce qu'on n'est pas et laisser se révéler ce qu'on est. Et quasiment tout le monde qui suit un chemin spirituel le fait automatiquement. Si je vois entre guillemets mon parcours, parce que j'ai plus la sensation d'avoir eu un parcours, pour moi l'histoire de Pierre c'est juste une histoire. En fait ça s'est toujours fait comme ça. Ça a toujours cherché à voir les limitations, les tensions, etc. Et en même temps chercher à ce qu'on est se révèle automatiquement. Par juste laisser décanter, se poser, justement, méditer, contempler, etc. Donc il y a les deux en même temps. Développer le calme, tous les aspects qui sont de la nature profonde et regarder tout ce qui se joue. En Inde, ils comparent ça avec un peu la pratique d'un jardin. Si tu veux laisser se révéler, par exemple, des fleurs que tu aimes particulièrement, tu vois, des fleurs de lotus, on va dire, pour faire comme disent là-bas. Tu vas commencer donc par retirer les fleurs qui empêchent la croissance des lotus, quoi. Oui, donc le chemin de l'ego est très... ça peut vraiment aller justement enlever chaque fleur qui empêche, c'est bien. Oui, et en fait c'est très bien fait parce que plus tu vas aller au fond de toi-même et plus ce que tu es va se révéler, plus ce que tu es se révèle, plus tu es conscient, parce que la conscience, elle est consciente, quoi. C'est super conscient. Donc du coup, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui n'avait pas été vu, justement, ça va se révéler, ça va être vu et ça va tomber. Donc ça se fait, les deux vont de pair. Plus tu es consciente, plus les nœuds profonds se révèlent aussi. Tu vois, donc ça chemine ensemble, quoi. Est-ce que c'est vrai que des fois j'entends des personnes qui écoutent des satsangs et qui pourraient nier en fait tout ce qui est désagréable aussi. C'est un peu... Je veux être la paix, tout ça, donc je vois pas que je suis autre chose. Ouais, ça c'est assez courant. Hein. C'est surtout chez les personnes qui ont un peu de pratique en méditation et donc ils ont la capacité de s'abstraire. Il y a des états de conscience en méditation où tu peux effectivement te couper volontairement des sensations physiques, énergétiques, etc. Mais ça dure pas longtemps parce qu'à un moment donné, tu te fais toujours rattraper automatiquement. Mais sur le moment, tu pourrais. Je veux dire, il ne sait pas qu'ils sont de mauvaise foi, c'est que réellement, à ce moment-là, ils vivent ça, mais c'est comme un déni de ce qu'il y a là aussi. Parce que pour l'instant, le discernement n'est pas encore assez affûté. S'il y avait plus de discernement, tout de suite, il verrait qui résiste, qui cherche à se défendre pour qui c'est désagréable. C'est pas la conscience absolue qui se dit c'est désagréable, c'est le personnage. Donc à un moment donné, quand le discernement est clair, tu te fais plus attraper par ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Like a bird on a tree, I'm just sitting